Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. 9h05, merci d'être avec nous. C'est l'heure de notre débat. On compte pas moins de 34 listes pour l'élection présidentielle du 26 mai. Il y a des petits et puis des gros partis, ce qui pose un problème forcément pour les temps de parole. Donc cette question avec vous qu'on va développer Véronique Jacquier. Faut-il donner la parole à tous les candidats? Vous nous appelez 0826 300 300 et vous nous donnez bien sûr votre avis, vos commentaires sur Twitter, #Sud Radio Matin. Alors, 34 listes, faut-il donner la parole à tous les candidats de la même façon, d'une façon identique? Eh bien, pour les auditeurs de Sud Radio, sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est oui à 72%. Alors, rappelons les règles du CSA pour ce scrutin des européennes. 3 critères ont été retenus: la représentativité des partis au Parlement, les sondages et la capacité du candidat à animer une campagne. Je fais un distinguo parce que ça ressort dans certains commentaires. On parle de temps de parole. On ne parle pas de la durée des spots publicitaires, même si évidemment cela a été déterminé. On peut en parler, oui, mais ça a été déterminé de la même façon que les critères que je viens de vous citer. Ceux qui donnent, pour que les auditeurs se fassent une idée, là je parle des spots publicitaires, ceux qui donnent pour La République En Marche 55 minutes, pour le Rassemblement National 48 minutes, pour les Républicains 38 minutes, pour la France Insoumise 18 minutes, pour les Verts, Europe Écologie Les Verts 14 minutes, et puis pour les petites listes 3 minutes 33. Voilà, c'est très très précis. Je vois en face de moi François Verret qui acquiesce. François Verret, il est candidat sur la liste européenne Décroissance 2019. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Vous venez de loin en plus, 1h30 de train pour venir jusqu'à nous. Merci infiniment. Comme l'indique votre liste Décroissance 2019, vous avez évidemment pris le train et surtout pas la voiture. Ah ben bien sûr, mais c'est comme la plupart des gens qui habitent en banlieue et qui travaillent sur Paris. Et voilà. Il y a aussi avec nous Laure Patas-Dillier, candidate sur la liste Europe Démocratie Espéranto. Bonjour. Bonjour. Christine Kelly, journaliste et ancienne membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bonjour Christine. Bonjour. Et puis dans quelques instants, Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, va nous rejoindre. Et on part tout de suite au standard avec Jacques qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Oui, bonjour aux invités. Je pense que tout simplement, effectivement, il faudrait donner un temps de parole, si ce n'est égal, au moins équitable à l'ensemble des petites listes. J'en veux pour preuve des 2 têtes de liste que vous venez de mentionner. Je n'en avais personnellement jamais entendu parler, alors que je suis quelqu'un qui est très attentif, je dirais, au débat politique. Je suis notamment des débats sur Sud Radio, mais c'est également sur d'autres supports, notamment les chaînes info. Et tous ces gens-là sont, rayés du paysage médiatique et donc du débat. Donc ça me paraît quand même un petit peu inconcevable de permettre aux gens de se présenter et de ne pas leur donner les moyens de s'exprimer, de faire valoir leurs idées. De même par exemple pour monsieur Asselineau, qui lui émerge un petit peu plus, mais qui a un temps d'antenne alors qu'il lui a également une position qui est quand même en totale rupture avec ce que peuvent dire d'autres candidats. Et il n'a aucun moyen d'expression. Donc je pense qu'il faudrait réfléchir à avoir des systèmes qui permettent à chaque candidat d'avoir une expression au moins égale. Et ensuite, il y a un autre point qui est à souligner, c'est que non seulement, je dirais, les candidats, les listes pendant la période n'ont pas le même temps, mais il faut voir également que sur les plateaux, ce sont essentiellement les 2 partis qui sont arrivés, qui arrivent en tête, à qui on donne, en faisant venir certains de leurs représentants, des députés, des sénateurs, à qui on donne la parole de façon systématique. Et donc ça a pour effet, effectivement, de conforter leur soi-disant position dominante dans les sondages. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de système qui s'auto-alimente. Les sondages légitime le fait que ces gens-là soient sur les plateaux, et le fait qu'ils soient sur les plateaux, cela leur permet d'avancer dans les sondages. Donc c'est tout simplement antidémocratique.
Voilà ma position. Jacques, vous avez Jacques, Jacques, vous avez bien posé quand même le problème, et donc ça évidemment. Dire que ça c'est antidémocratique, moi j'ajouterais quand même un bémol, c'est que on peut avoir une grosse visibilité médiatique et ne pas faire de bons scores lors des scrutins. Par exemple, on voit pas mal en ce moment la tête de liste de Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, et pour autant son parti est crédité de 0,5% aux européennes. Donc voilà, il faut faire attention quand même. C'est pas parce qu'on passe beaucoup dans les médias que pour autant on fait un gros score lors des élections. Ouais. Et puis de toute manière, il faut quelques règles. Christine Kelly, on rappelle que vous avez travaillé au CSA et que dans ce cadre-là, vous avez fait avancer les choses dans le cadre du pluralisme et de l'équité pour ces campagnes. Hein. Oui, absolument. J'avais beaucoup milité pour être un peu le lien entre les partis politiques, les journalistes, le CSA, justement pour avoir une visibilité, pour expliquer aussi, pour faire de la pédagogie. Parce que on a beau dire, mais il n'empêche que ça reste des règles de bon sens. Alors, en le disant comme ça peut paraître surprenant et on se dit, oui, mais moi je suis un petit candidat, j'ai pas accès aux médias. Alors, évidemment, les petits candidats doivent avoir accès aux médias, mais imaginons un seul instant qu'il n'y ait pas certaines règles pour que la représentativité, comme vous avez dit justement, des petits candidats, la dynamique de campagne, on peut par exemple promouvoir quelqu'un qui n'a pas du tout de campagne, qui n'a pas du tout qui n'a pas d'assises, de parti, etc. Donc il faut faire extrêmement attention. On est quand même dans un pays, on est exceptionnellement bien loti en termes de règles et d'accessibilité aux médias. Il ne faut pas l'oublier. Il y a des règles qui existent, ça n'existe pas dans les autres pays. Et par exemple, on a parlé des clips de campagne. Dans les clips de campagne, on ne peut pas insulter un candidat. Alors, aux États-Unis, on ne fait que ça, insulter un candidat. Ah oui, puis on peut se payer de la pub, là. On peut se payer de la pub. On les achète. On achète les spots. Ouais. Là, attention, les clips de campagne sont financés par l'État. Donc, il faut voir aussi le petit bout de la lorgnette du positif. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment où l'équité a commencé, donc pour les petits candidats et pour tous les candidats d'ailleurs, c'est une chance, il n'empêche, incroyable pour ceux qui n'ont pas accès, par exemple dans les journaux télévisés, dans les interviews, etc., d'exister. Ceux qui ont été validés parmi les 34 listes. Alors bien sûr, ce ne sont pas des règles d'égalité. Dernière chose. Mais faites le distinguo d'ailleurs entre équité et égalité. Équité et égalité, oui. Alors c'est ça. justement, équité et égalité. Égalité, c'est exactement le même temps de parole pour chacun, même temps de parole, temps d'antenne jusqu'au scrutin. La veille du scrutin. L'équité, en revanche, c'est en fonction de la représentativité de la dynamique de campagne des sondages, c'est-à-dire que ça permet aux journalistes et donne plus de liberté aux journalistes et à sa liberté éditoriale de pouvoir jongler avec l'actualité, les candidats. Moi, je vais vous dire quelque chose. Lorsque je m'occupais du temps de parole de la présidentielle de 2012, dès qu'il y avait l'égalité du temps de parole, qui n'existe par la loi que pour la présidentielle. C'est la loi qui fixe l'équité ou l'égalité. Elle n'existe pas du tout par la loi pour l'européenne. Les chaînes arrêtaient les émissions politiques dès qu'il y avait l'égalité. Pourquoi ? Parce que ça devenait trop compliqué. Trop de candidats à mettre en même temps. Regardons par exemple le brouhaha d'avoir 14-15 candidats parce que tout le monde veut y être. Quel message passe au final ? Qu'est-ce qu'on retient au final ? Ça c'est vrai. Et alors je me tourne du côté, Christine, à des candidats, François Verret ou Laure Patasse-Dillier. Vous êtes assez d'accord avec ce que vient de dire Christine Kelly ? C'est-à-dire c'est difficile de demander l'égalité mais d'avoir quand même accès aux médias à travers une certaine équité ? François Verret, oui. Oui, alors je voudrais d'abord dire une remarque par rapport à ce que disait votre auditeur. Il dit, voilà, il y a une liste dont j'ai jamais entendu parler. Or, précisément quand même, il faut dire que ça nous permet effectivement d'exister sur la scène médiatique. Donc, je veux dire, tout n'est pas mauvais. Maintenant, effectivement, je pense qu'il y a plus un principe d'équité que d'égalité. Enfin, une égalité n'aurait pas de sens. Par contre, c'est vrai qu'on est un peu frustré de voir qu'on n'a que 3 minutes 30. Pour les spots publicitaires. Alors, c'est en termes de clips de campagne. Effectivement, c'est autre chose. Mais là, j'ai pardonnez-moi, mais ça vous permet de compenser le fait que jamais une chaîne va vous interviewer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez moins de chances d'être interviewé, par exemple, sur un sujet d'actualité. Ça vous permet de compenser votre visibilité à l'antenne, le fait d'avoir ces clips et 3 minutes. Et 3 minutes avant, ça aurait été nettement moins d'ailleurs. Les règles ont changé. Laure Patasse-Dillier, par rapport à ça ? Alors, écoutez, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'effectivement, il y a ce problème d'équité et d'égalité. D'un autre côté, ce que je constate, c'est qu'actuellement, les médias invitent les petites listes pour parler du problème des petites listes. Et pas de leur contenu. Non, mais c'est pas faux.
faut, vous avez raison, c'est vrai, pour en parler, mais pas seulement, parce que c'est aussi l'occasion de parler du fond, de vos revendications, quoi. Absolument. Oui. Si nous faisons campagne, ça n'est pas pour que les petites listes puissent exister, ce qui serait un petit peu une question de se mordre la queue. On est bien d'accord qu'effectivement, le problème des sondages, c'est que ce sont des prophéties autoréalisatrices. Si on se base sur les sondages pour donner du temps de parole et que le temps de parole génère des scores dans les sondages, on tourne en rond. Donc moi, je voudrais sortir de ce cercle et commencer un peu à parler du fond. Si nous nous présentons aux élections, si nous consacrons toutes les économies de 5 ans, puisque nous nous présentons tous les 5 ans, et pendant 5 ans, nous faisons des économies pour payer cette campagne, c'est bien pour faire passer un message. Ouais. Et ça, on va le faire passer dans un instant, parce qu'on a justement la pub. Vous voyez, vous allez avoir du temps, mais on va le faire. Mais il fallait poser en fait le cadre aussi, et ça permet, quand il y a des invitations comme ça et que on évoque vos listes, d'aller se renseigner, parce qu'il y a quand même Internet aujourd'hui. Exactement. Il y a pas que la Internet télé qui vous permet, et il y en a certains les réseaux sociaux, les réseaux qui sont sociaux puissants aujourd'hui, qui nous disent, je vais mettre que 10 000 € sur la table pour faire campagne, alors qu'on parle de campagne à plusieurs centaines de milliers d'euros, parce que derrière, je vais faire du mailing sur Internet, etc. Il y a des moyens astucieux de se faire connaître, quoi. Allez, on en parle dans un instant, et vous réagissez. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, vous pourrez parler, bien sûr. Restez avec nous, 9h16, c'est le Grand Matin Sud Radio. Maïlan, le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. 9h19, c'est la suite de notre débat. À moins de 15 jours du scrutin, le décompte les comptes à rebours est lancé. Le décompte du temps de parole aussi, avec des candidats. Il y en a 34 aujourd'hui, 34 non, mais je suis assez déçu parce que je pensais que vous alliez vous présenter, vous, Cécile. Oui, dans quel parti le parti pris. Tiens, je vais faire le parti pris. Le parti minibus. Je suis sûr que ça cartonnerait. Oui, c'est anti-pollution, parti minibus. Bon. Et ça va coincer forcément pour quelques candidats. Et on fait un point avec vous, Véronique Jacquier, avec cette question. Faut-il donner la parole justement à tous ces candidats ? Alors on donne nous la parole, évidemment, à Sud Radio, à toutes les petites listes. Enfin, évidemment, on essaye d'en inviter le maximum. Vous pouvez aller sur le site sudradio.fr pour vous rendre compte de toutes ces listes et des sondages et des suffrages dont elles sont créditées à travers notre sondage quotidien IFOP fiducial. IFOP opinion fiduciale pour Sud Radio. C'est bien ça. Absolument. Et c'est News. Alors, notre sondage de ce matin, c'est oui à 72%. Il faut donner la parole identique à tout le monde, avec évidemment quand même de la modération. Eurasienne nous dit, perso, je suis pour l'équité pour tous, mais enfin on se rend compte que c'est difficile à mettre en œuvre. Remarque, puisque le système se base sur les sondages, pourquoi la République En Marche a-t-elle plus de temps que le Rassemblement National, alors que les deux partis sont au coude à coude? Alors là, on le rappelle, il n'y a pas que les sondages, il y a la représentativité au Parlement, et le Rassemblement National a moins de députés que la République En Marche. Ceci explique cela. Rappelons que les règles ont été changées parce que justement pour les élections européennes de 2014, ce n'étaient pas les mêmes règles. Le Rassemblement National, à l'époque, le Front National, n'avait pas de candidat. Il n'avait quasiment pas de temps de parole. Et c'est quand même le premier parti qui est arrivé en tête aux élections européennes. Il a fait 24,86%. Donc, je le rappelle, il n'y a pas forcément de corrélation entre le temps de parole, entre le temps des clips de campagne, qui n'a pas beaucoup d'incidence sur le vote. Visiblement, Christine Kelly nous le dira. Et évidemment, la présence médiatique. Voilà, il faut faire le distinguo. Il n'y a pas de déficit de démocratie, parce qu'on apparaît moins, finalement, quand on arrive à faire passer nos idées. Et on l'a vu, Patrick, avec les petits candidats qu'on a déjà reçus. Les idées, elles passent aussi par les réseaux sociaux, elles passent par les tractages sur les marchés. Je pense que François Verret, qui est candidat sur la liste européenne Décroissance 2019, et Laure Patasse-Dillier, qui est candidate sur la liste Europe Démocratie Espéranto, vont pas me déjuger là-dessus. Oui. Alors, qu'est-ce que vous mettez en évidence, vous, s'il y avait, parce que parfois il faut faire passer une idée ou deux, du côté de Démocratie Espéranto? Alors, du côté d'Europe Démocratie Espéranto, ce qu'on veut faire passer, c'est que l'Union européenne ne parle pas d'une seule voix. Elle n'a pas une âme commune, on n'a pas le sentiment de faire partie d'un peuple commun, le peuple de l'Union européenne, le peuple européen. Et une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas ce sentiment-là, c'est que nous ne parlons pas ensemble, nous ne parlons pas la même langue, nous ne parlons pas le même langage. Et nous ne parlons pas non plus le même langage que nos élites qui parlent de nos problèmes à Bruxelles sans nous. Et donc nous posons le problème de la langue
et nous proposons la langue espéranto. Ah bah, il y a du boulot, parce que alors là, personne ne comprendra. Mais c'est bien pour ça que nous sommes ici, c'est pour faire connaître une solution à un problème qui n'est pas posé. Oui. La question n'est pas posée et le problème se résout de facto. De fait, on constate que l'anglais se répand, que l'Union européenne, les instances européennes n'utilisent que l'anglais et ne nous imposent que l'anglais. Et si vous allez sur le site internet de l'Union européenne, vous ne trouvez la plupart des informations qu'en anglais, notamment les propositions de texte avant qu'elles soient votées n'existent qu'en anglais. Donc on a vraiment un problème de démocratie et de discussion entre les citoyens. Et la solution à espéranto est une solution économique puisque c'est une langue beaucoup plus facile, 10 fois plus facile que l'anglais. En quelques mois, on rattrape le niveau péniblement atteint en anglais. En quelques mois. En quelques mois, je le maintiens. Ouais. Oui. Moi, en un an, j'ai atteint le niveau C1. Le niveau C1 du cadre européen des langues, c'est supérieur au niveau bac. Ouais. Bon, donc non, mais est-ce que vous vous situez quelque part sur l'échiquier politique ? Ni à gauche, ni à droite, ni au centre, ni aux extrêmes. Ah bon, d'accord. Bon, non, mais ça c'est bien. La décroissance, alors, vous, François Verret ? Alors pour nous, tout est dit dans le titre de la liste. Décroissance en fait, 2019. Voilà, c'est ça. On préconise effectivement la décroissance. Alors au-delà du constat, qui est, je pense, largement partagé, des problèmes que l'on connaît aujourd'hui au niveau de la planète, essentiellement écologiques, mais sociaux également, nous sommes les seuls effectivement à prôner la décroissance, c'est-à-dire un changement de système qui permettent de revenir en dessous de ce que la planète peut supporter. En termes on a parlé tout récemment de le jour du dépassement en Europe qui était au 10 mai. Ça veut dire que finalement on fait les 2 tiers de l'année en Europe à crédit en consommant des ressources qui ne seront pas reconstituées. Ouais. C'est pas jouable et ça n'est pas en fermant le robinet quand on se lave les dents ou en éteignant la lumière en sortant de la pièce qu'on s'en sortira. C'est le message que l'on veut faire passer. Je veux dire, on est assez radicaux par rapport à d'autres mouvements écologistes, puisqu'il y a de nombreux. Yannick Jadot qui était à ce même micro il y a 2 heures. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc, on veut on dit effectivement qu'il faut absolument changer le système, ce que ne préconisent pas les autres. Alors aussi parce que les électeurs ne sont pas prêts à l'entendre. Enfin, les citoyens, disons, au moment où ils sont électeurs, ne sont pas prêts à l'entendre. Et c'est un petit peu ce qui nous permet, nous, d'avoir la liberté de parole, c'est qu'on n'est pas accroché à des sondages. Et donc, on essaye de faire progresser cette idée. Et pour tous les deux, on peut retrouver, vous avez des sites internet où vous avez vos arguments qu'on peut retrouver comme ça. Vous avez des dialogues de prévus avec des internautes ou pas, non ? Alors, je vous redonne la parole juste ensuite. Non, mais juste, simplement, pour ce qui est une particularité de notre mouvement, c'est que nous sommes un collectif de citoyens. Nous ne sommes pas un parti politique. Donc, on ne pourra pas retrouver le site de... Alors, on a un site pour les élections, mais sinon, il n'y a pas le site des décroissants. C'est un peu dommage, ça, non ? Pour se faire connaître. Maintenant, parce que vous réclamez la parole dans les médias, mais il y a un moyen qui existe assez direct d'aller dans chaque ménage, c'est Internet, décroissance ou pas. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de site sur la décroissance. Mais effectivement, il n'y a pas un mouvement national de la décroissance. Il y a plusieurs tendances. Je peux parler de la maison commune de la décroissance, qui est une volonté effectivement de regrouper. Il y en a d'autres. Je suis allée sur votre site justement décroissance.fr, mais alors vous ne précisez pas quels sont vos enjeux pour les européennes. Si vous avez des alliés dans d'autres pays, si vous vous êtes déjà présenté à une élection, qu'en est-il ? Alors, nous nous sommes déjà présentés aux européennes de 2014. Et vous aviez fait quel score ? Parce que ça n'apparaît pas nulle part. Ça n'apparaît nulle part. Non, mais très faible. Sûrement. Alors, juste sans vouloir prendre trop de temps, mais nous faisons, nous, une campagne à 0 €. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de profession de foi distribuée aux électeurs, pas de bulletin de vote non plus dans les envois, ni dans les bureaux de vote. Alors comment font les électeurs ? Il faut télécharger son bulletin. Voilà. Bruno Cotresse, vous nous avez rejoint, donc vous êtes chercheur CNRS au CEVIPOF. Quand, à travers ces élections, avec tous ces partis qui se signalent, ça permet de faire vivre la démocratie ou pas ? Parce que Valéry Giscard d'Estaing disait hier, il faudrait limiter les listes à 5 pour les européennes. Vous, le spécialiste de la politique, qu'est-ce que vous en pensez ? Globalement, on ne peut que se féliciter de voir la diversité des opinions qui se présentent. Bah oui, là on les écoutait, c'est ça le processus démocratique, c'est de pouvoir se présenter aux élections. Il y a des obstacles qui sont mis dans certains pays, pas dans d'autres. Dans certains pays, on va réclamer qu'il y ait un dépôt de garantie qui soit effectué, par exemple. Là, on n'a pas de parrainage, on n'a pas de dépôt de garantie. Donc, traditionnellement, aux élections européennes, on a de petites formations politiques ou de petits mouvements politiques
qui peuvent se présenter. Par contre, il y a effectivement la question des moyens. Et c'est vrai qu'il y a une contradiction. Pouvoir se présenter une élection, mais pas avoir de bulletin de vote, il y a un souci globalement, on va dire, avec ça. Je rappelle aux auditeurs que s'ils veulent voter pour des formations politiques qui mettent en ligne leur bulletin de vote, le bulletin de vote doit néanmoins répondre à un paramétrage technique très précis du ministère de l'Intérieur. Oui. Donc ça marche. Même le grammage du papier. Voilà. Comment vous faites, oui? Alors, Espéranto ou décroissance? Notre bulletin est téléchargeable sur notre site. Par ailleurs, nous avons fait imprimer des millions de bulletins, pas autant que des lecteurs, mais il y en aura quand même dans tous les bureaux. Oui. Et effectivement, nous signalons à nos électeurs qu'ils peuvent télécharger le bulletin et l'imprimer chez eux sur du papier 70 grammes. Ah oui, c'est ça, parce que sinon alors le grammage du papier. Non, mais c'est ça, parce que si on télécharge sur un papier classique, le bulletin sera nul. Le bulletin sera nul. Ah bah, décroissance. Alors, c'est bien de le savoir. Pas tout à fait. A priori, le ministère a demandé à ce qu'il y ait une tolérance sur le grammage, précisément pour ça. Mais ça reste à la discrétion du président du bureau de vote. Absolument. Ah oui, c'est quand même un peu... c'est pas évident, quoi, tout ça. Toutes les précautions n'ont pas été prises. Il y a un paramétrage vraiment technique très précis sur le format du papier A4. Il faut qu'il y ait les 79 noms, 74. Il faut qu'il y ait effectivement 79. Il faut qu'il y ait une police de caractère choisie par les listes, mais qui soit la même sur l'ensemble de leur bulletin de vote. Il faut qu'il y ait un fond blanc. Enfin bon, il y a tout un paramétrage. Il faut que ça soit en format paysage. Et beaucoup d'imprimeurs impriment leur bulletin. Mais vous imaginez les auditeurs qui sont en train de nous écouter, qui se disent mais comment je vais imprimer si je veux voter pour Espéranto ou décroissance là? En fait, comment je vais imprimer sur mon imprimante qui est classique, alors qui est vieille imprimante? C'est là où le CSA intervient, pardonnez-moi. Et il faut applaudir le CSA, pardon, mais on a beaucoup... Non mais c'est vrai, on veut toujours critiquer. Parce que, monsieur, madame, c'est l'État qui va financer votre campagne à la télévision. C'est l'État vous voyez ce que je veux dire? C'est l'État qui va vous mettre un réalisateur, les studios à disposition, qui va vous permettre de passer à la télévision. Mais c'est extraordinaire. Alors bien sûr, ça ne suffit pas. Mais imaginons un peu le sens inverse. Ce que je disais hors antenne. Disons... Pour nous, par exemple, Poutine, souvent on critique. Il veut, par exemple, on dit qu'il veut déstabiliser la démocratie. Disons qu'il va financer, par exemple, prenons son exemple, un parti. Un parti, il va le financer, il va être parti des 34 listes, il aura un temps égal, il aura l'égalité du temps de parole, il arrive, par exemple, aux 20h de TF1 et il fait passer les messages qu'il veut. Les règles du CSA nous garantissent une certaine protection de la démocratie. Il ne faut pas l'oublier. On poursuit dans un instant, ensemble sur Sud Radio, jusqu'à 10h moins le quart. Continuez de commenter sur les réseaux sociaux, Sud Radio Matin, 9h30. Merci d'être avec nous. Sur carrefour.fr. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. C'est la troisième partie de notre débat ce matin, 9h32. Merci d'être avec nous. Avec cette question, faut-il donner la parole à tous les candidats? Véronique Jacquier. Eh bien, du côté des votes, sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours oui à 72%. Je vous lis 2 derniers commentaires. Piccolo nous dit oui, temps de parole égal, car des gens comme Nathalie Loiseau qui sont dans tous les médias alors qu'ils n'ont rien à dire, ça ressemble plus à de la propagande qu'à autre chose. Et puis Eric ajoute, non, il faut donner surtout la parole aux petits candidats. Les grosses structures, on les entend toute l'année. Alors Bruno Cotresse, vous qui êtes chercheur au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, en tant que spécialiste de la politique, est-ce que ça aurait un sens dans cette campagne de mettre en valeur les petits et de ne mettre presque que en valeur, parce qu'on n'entend pas leur parole à un autre moment? Apparemment, ça apparaît être une bonne idée comme ça sur le papier, mais ça pose de gros problèmes. Pourquoi à ce moment-là dévaloriser aussi les formations politiques qui ont fait leurs preuves en se présentant devant les électeurs, qui ont obtenu des résultats? Il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de solution idéale. Le législateur est revenu sur la question en 2018, parce qu'à l'issue, pendant les élections législatives de 2017, la République En Marche disait mais c'est pas normal, on va pas avoir de temps de parole, parce qu'on n'a pas de groupe parlementaire qui existe, on est une nouvelle formation politique. Donc le législateur est revenu sur le sujet en 2018 et il a inventé un système un peu compliqué. Pour les élections européennes, là, chacun va avoir déjà 3 minutes d'office et après il aura d'autant qu'il a à la fois des députés, des sénateurs, des soutiens au Parlement européen et aussi en fonction de ce que les intentions de vote, la popularité, on va dire, des différentes listes laisse envisager. Donc c'est un système, une fusée à 3 étages qui est un peu compliqué et qui donne un temps de parole, alors du coup assez inégal. Effectivement, les petites formations politiques auront leur minimum de 3 minutes, mais ne pourront pas aller au-delà. Sur le service public, quoi, ce qui est plutôt pas mal, bien exposé, hein, Christine Kelly, parce que c'est pas minuit, hein, bien sûr. Mais entre nous, qui a déjà vu un clip de campagne des européennes?
Pas encore. Pas grand monde. Donc, non, ça commence aujourd'hui. Mais pour dire que souvent, ça commence ce soir. Non, mais souvent ça manque un peu d'ingéniosité. Souvent, on les regarde. Non, c'est vrai. On regarde, on zappe. Pourtant les moyens sont mis en place, etc. On regarde, on zappe, ça n'a pas imprégné, ça ne marque pas. Bon, il n'empêche qu'il. Non, mais je vous parle sincèrement. Vrai, on s'est posé les questions quand on était au CSA. Comment faire pour avoir, pour que ça puisse être un peu mieux réalisé. Non, mais parfois le clip le plus simple peut être le plus efficace. Alors justement, je vais revenir. Alors Patrick Roger, oui. c'est ce que vous dites et c'est ce que Véronique disait tout à l'heure. Oui. Ce que je disais souvent aux formations politiques lorsque j'étais au CSA, je leur disais que vous courez tout le temps après le temps, après la quantité, mais la qualité. Parfois, un mot suffit. Deux mots suffisent justement à bouleverser les codes. Ça sert à rien justement. On parlait, justement, vous disiez un internaute qui disait oui, Nathalie Loiseau, etc. Ça peut être contre-productif de trop parler. Donc ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup. C'est pas parce qu'on fait un 20 heures de TF1 ou de 20 heures de France 2 qu'on n'épargne forcément du positif. C'est vrai, mais après il peut y avoir un gap entre beaucoup trop parler et puis ne rien entendre aussi, quoi, bien souvent. Hein. Exactement. Ça, c'est vrai. Donc François Verret et puis Laure Patasse-Dillier. François Verret, oui. Oui, je voulais... Sur la difficulté justement pour vous d'exister et puis d'exister le jour du vote, quoi, avec vos bulletins. Hein. Voilà, c'est ça. Je voulais revenir juste sur cette histoire de bulletin de vote. Oui, parce que c'est passionnant ça. Pour dire qu'un point qui, nous, en tant qu'écologistes, nous importe, le choix d'avoir fait de ne pas imprimer de bulletin de vote, on économise, rien que pour notre liste, plus de 800 tonnes de papier. Alors c'est un peu dommage quand même que les autres listes écologistes ne mettent pas un peu ça en avant. Et ce que l'on préconise, et ça existe dans d'autres pays d'Europe, c'est le bulletin unique, où l'on coche, comme en Belgique. En Allemagne, voilà, où là, le problème se pose plus, et tout le monde est à égalité. Ouais. Non, mais c'est une très bonne idée. Très bonne idée. Et les espérantistes sont pour également. Hein. Ouais. D'ailleurs, nous sommes de tout cœur nous sommes un parti européen. On a des branches dans différents pays d'Europe, y compris en Allemagne. Et effectivement, le parti allemand nous a fait part de ces modalités de vote, et c'est beaucoup plus satisfaisant du point de vue écologique. Oui, non, mais c'est vrai, Bruno Cotresse. Il y a des bonnes idées, quoi, à piocher justement comme ça. C'est clair, c'est très très clair. Il y aurait sans aucun doute un problème pratique qui se poserait quand même, qui est la taille du bulletin de vote. Avec les 34 litres. Avec les 34 listes fois 79 candidats, mais c'est sans doute une question qui peut se régler. Ah bah oui, non mais vous mettez pas forcément les 79 candidats sur la liste. On met les 34 titres de liste et on affiche les candidats ailleurs. Oui. Non, mais en tout cas, ça permettrait peut-être pour vous d'exister plus facilement, parce que c'est vrai que vous risquez d'être déçus. Il y en a certains qui ne vont pas voter pour vous parce que ils vont se dire, oh là, c'est trop compliqué. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Christine Kelly. Hein. C'est ce qui nous est arrivé en 2014, c'est que les gens en fait se posent la question au moment où ils arrivent dans le bureau de vote. Ils disent j'ai pas trouvé votre bulletin. Non, là c'est déjà trop tard. Là, c'est sûr. Pardon. Est-ce que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux justement pour compenser le manque de visibilité médiatique? Alors nous, pour Espéranto, l'Espéranto, nous sommes un parti européen, donc on s'est créé en 2004 et on a des branches dans différents pays d'Europe avec le même programme pour toute l'Europe. Et donc on a un site internet qui existe depuis cette époque-là, qui est affiché sur nos affiches. Nos affiches sont en train de fleurir un peu partout. Donc c'est EDE.fr et on a un site de campagne également. Nous sommes présents sur Facebook, sur Twitter. On poste régulièrement des informations. Donc nous faisons effectivement tout notre possible pour être présents en dehors des médias, et chaque fois qu'on est invité dans les médias. Vous essayez d'y répondre, parce qu'après il faut s'organiser pour pouvoir être disponible. Vous prenez des vacances, des congés, comment vous faites justement dans votre parti ou les différents partis? On s'organise exactement. On a une tête de liste à Europe Démocratie Espéranto qui est en province et qui se déplace difficilement, donc je le remplace lorsque c'est nécessaire. Je prends des congés, bien entendu. Oui, Christine Kelly. Oui, je veux dire qu'il faut se rappeler, par exemple, ceux qu'on appelait petits candidats. Asselineau, c'était un petit candidat, par exemple, en 2012. Qui commence à peser, mine de rien. Qui commence à peser, mais en 2012, beaucoup moins. Ou encore même Nicolas Dupont-Aignan, il y a une époque aussi, il n'existait pas du tout. Parce qu'il a pu franchir la notoriété de l'élection présidentielle. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, justement, le CSA ou les médias ne vont pas se substituer et créer un candidat. Ce n'est pas le rôle d'un média de fabriquer un candidat. Le rôle des médias, c'est de vous aider
lorsque vous avez commencé à convaincre vous-même autour de vous, faire des meetings, convaincre, grandir, là, plus vous grandissez, plus on vous donne de la visibilité. Voilà ce que c'est que l'équité. Oui, c'est vrai. Même si, évidemment, quand on revient sur la campagne de la dernière présidentielle, Emmanuel Macron, à la base, n'avait pas de parti, n'avait pas de force, etc. On ne s'est appuyé que sur les sondages pour lui donner du temps de parole. Il a quand même réussi à émerger. Et il a réussi à émerger, comme quoi. Véronique, oui. Oui, proposition d'Éric plutôt sur le compte Twitter de Sud Radio. Les petites listes sont importantes aux européennes, car après, il se forment des groupes de travail avec d'autres listes de pays européens qui pourraient faire pression sur les institutions européennes. Est-ce qu'on pourrait imaginer, alors il n'y a pas de seuil, c'est-à-dire qu'en France, il y a 34 listes, mais il n'y a pas de seuil pour les petits partis pour intégrer le Parlement européen, alors que par exemple, en Espagne, il y a 42 listes, en Allemagne aussi. 42 en Espagne. Ah oui, mais pourquoi ? Mais parce qu'il n'y a pas de seuil. Ouais. Donc, par exemple, Laure Patas-Dillier serait carrément assurée d'avoir un siège au Parlement. Même quand on a un tout petit pourcentage. Enfin, alors, il y a quand même un mini-seuil. Enfin, voilà, on fait 2%, on a un député européen. Oui, il y a eu beaucoup de réflexions déjà sur ces questions, pas seulement en France, en Allemagne, il y a eu beaucoup de réflexions sur le seuil, 5%, 3%, il y a un seuil plus bas qu'en France. Donc c'est vrai que la question du seuil dans les scrutins proportionnels, c'est toujours une question essentielle parce qu'elle va faire varier la dose de proportionnalité. Et c'est vrai qu'avoir un seuil de 5%, c'est un obstacle à franchir, presque impossible pour de toutes petites listes. Oui, mais cela dit, l'Allemagne et l'Espagne vont revenir sur ces seuils parce que justement, 42 listes, c'est ingérable. Oui, ça c'est vrai. Mais pour répondre à la question, est-ce qu'on pourrait imaginer... En Allemagne, il y a un filtre, puisqu'il pour se présenter aux européennes, il faut disposer de 4000 signatures. Oui. Il n'y a pas ce filtre en France. Oui. Voilà. Donc de toute façon, que ça soit un filtre au départ ou un seuil sur le nombre de voix, ça revient au même. Oui. Un dernier mot, peut-être pour l'instant, la participation est quand même reste faible, Bruno Cotresse. Est-ce que vous pensez qu'avec la multiplication des listes et puis peut-être un emballement dans la dernière semaine, il risque d'y avoir une mobilisation plus forte par les électeurs ? C'est ça un peu le paradoxe, on constate ça assez souvent. Ça n'est pas la multiplication des listes qui fait la participation. On pourrait croire que chaque Français va trouver la chaussure à sa pointure avec l'ensemble de ses listes. Ben, c'est pas le cas, ça brouille un peu aussi. Il est très difficile, la campagne est courte, il est très difficile pour les Français de repérer quelles sont les différences les plus importantes entre les différentes listes. Et c'est vrai que pour le moment, cette campagne a quand même beaucoup de mal à démarrer, à avoir du contenu, à avoir du fond. Oui, merci à tous. Bruno Cotresse, Christine Kelly, François Verret, Laure Patas-Dillier. Donc on pourra aller voir sur Internet. Et puis alors, vous avez entendu les conseils de François Verret, notamment pour essayer d'imprimer au plus juste les bulletins. Véronique, on termine à combien ? Oui, alors on termine à 73% pour dire qu'il faut donner la parole à tout le monde, toutes les 34 listes d'une manière identique. Voilà, les auditeurs quand même mettent une nuance parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de petites listes qui portent le même programme, c'est pour ça qu'on s'y retrouve pas. Voilà. C'est pas faux. Et justement, pour rebondir sur ce que disait Christine, si vous aviez un mot de campagne, c'est quoi ? Un slogan, un mot fort pour marquer votre campagne. C'est quoi ? Pour marquer les esprits. Apprenez l'espéranto. Voilà. Et décroissance ? C'est effectivement réfléchir sur le système qui nous emmène dans le mur. Ouais, bon. Et voilà. Presque trop long, mais ça va. Merci beaucoup. Et tout de suite, c'est Valérie Expert.